Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence pour cette conférence de presse. Non pas pour un avis particulièrement important, à vrai dire, je vais y revenir, mais pour un sujet humainement, du point de vue humain, du point de vue éthique, du point de vue social, du point de vue juridique, un sujet particulièrement important. Est-ce que nous pouvons envisager de légaliser la procréation médicalement assistée en l'absence d'un père pour l'enfant et en l'absence d'une pathologie de la fertilité? Alors, pourquoi est-ce que je disais un avis qui n'est pas si important que cela? Parce que, comme son nom l'indique, le comité consultatif national d'éthique n'est que consultatif, d'une part. Il n'est donc absolument pas décisionnaire, et hier soir, le gouvernement et l'Élysée ont souligné le fait que cet avis ne préjugeait en rien de la suite. J'ajoute que l'avis du CCNE sur cette question, en tout cas de la PMA sans père, était déjà connu, puisque le CCNE avait déjà rendu un avis en juin 2017. Alors, cela étant dit, cet avis est décevant. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu les états généraux de la bioéthique. Ces états généraux de la bioéthique, et le professeur Delfraissy, président du CCNE, lui-même organisateur de ces états généraux, à l'issue de cette longue période de débat public, s'était lui-même félicité de l'ampleur des débats. Ils ont été très nombreux, très importants, partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, etc. Il y a eu aussi une consultation en ligne avec de très nombreux participants. Donc des états généraux de la bioéthique inédits, novateurs par leur ampleur, et j'ajoute, il le disait aussi, des débats apaisés. Le professeur Hirsch, le président de l'espace éthique d'Île-de-France, avait lui-même souligné l'intérêt de ces débats, la diversité des arguments et, j'allais dire, les réflexions, l'intérêt des réflexions qui étaient développées par les participants. Ce que l'on voit déjà encore très bien sur le site internet de la consultation en ligne qui est toujours disponible. Alors, cet avis est décevant parce que il a été constaté par le professeur Delfraissy lui-même, à l'issue de ces états généraux, qu'il n'y avait pas de consensus. Et j'irai plus loin, la Manif pour tous a réalisé sur la question de la procréation une étude très exhaustive. C'est un document de 400 pages, dont une grande partie, bien sûr, de citations et d'extraits des propos tenus par les participants, que ce soit les organismes auditionnés ou que ce soit des personnes de la société civile. Nous avons pu constater, j'ajoute pardon, que le CCNE avait appelé les participants sur le site à voter, à argumenter et à liker les arguments. Nous avons constaté que non seulement il n'y avait pas consensus, mais qu'il y avait même une ultra-minorité seulement qui réclamait et qui souhaitait, qui était favorable à une légalisation de la PMA sans père. Pour le dire dans l'autre sens, une opposition massive s'est exprimée à cette question qui met en cause la justice et l'égalité pour l'enfant. Malgré cela, malgré cette consultation, comme le dit le président du CCNE, eh bien, le CCNE n'a pas changé d'avis. Et il dit, sa citation est celle-ci, sur l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, nous sommes très sensibles à ce que nous avons entendu, sans pour autant avoir changé d'avis sur ce sujet, qui ne fait pas consensus, même au sein du CCNE. Cela fait penser à une décision qui n'est pas éthique, mais à une décision politique. Dans l'éthique, il y a aussi le respect du peuple français et le respect de ce qui s'est exprimé. J'ajoute que ces états généraux de la bioéthique ont été à nouveau confirmés par un sondage IFOP qui a été réalisé la semaine dernière avec 4 questions, dont la première disait, était, selon vous, l'État doit-il garantir aux enfants nés par procréation médicalement assistée le droit d'avoir un père et une mère? 82% des Français répondent oui. Et j'ajoute que, en janvier dernier, ce chiffre était de 64%. Autrement dit, les états généraux de la bioéthique ont conduit les Français à s'intéresser à ce sujet davantage, à y réfléchir, et cette opposition, elle est très nettement grandissante.
Alors vous allez me dire, il y a d'autres sondages. Certes, il y a d'autres sondages. Quand on vous dit est-ce que vous êtes pour un nouveau droit, on est tous pour un nouveau droit. Mais quand on pose vraiment les termes du sujet, eh bien, il est clair que les Français réalisent tout de suite et que leur position est très différente. Je suis d'ailleurs frappée de voir que certains médias, parfois, ne parlent que de certains sondages. Alors qu'à tout le moins, les sondages, en tout cas, sont compliqués et montrent la complexité du sujet. Et pour revenir à celui-ci réalisé par l'IFOP, il montre et il confirme les conclusions que l'on pouvait tirer de la consultation des États généraux de la bioéthique. À cet égard-là, effectivement, ce nouvel avis du CCNE est décevant. Mais encore une fois, il n'a une importance que relative. Et d'autant plus relative que d'autres avis sont attendus. D'ailleurs, l'Élysée et le gouvernement le rappelaient hier. Il va y avoir, et c'est extrêmement important, deux avis de l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques, l'OPEST, un avis sur l'évolution de la science depuis la dernière loi de bioéthique de 2011. Autrement dit, où y a-t-il des nouveautés scientifiques? Et il y a des domaines où il y en a beaucoup. Et y a-t-il des nouveautés scientifiques sur la question de la procréation? Je pense que l'OPEST dira non, puisque ce n'est pas le cas. Autrement dit, doit-on alors se reposer les questions qu'on s'est déjà posées il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans? Certains diront la société évolue. Le fait est que la filiation nécessite toujours un homme et une femme pour avoir un enfant, et que cet enfant, il a besoin de son père et sa mère. Alors bien sûr, les aléas de la vie font que parfois, il est privé de l'un d'eux ou des deux. Bien sûr aussi, parfois, il ne vit pas avec les deux, mais au moins, en général, il sait qui sont ses parents, et c'est un point essentiel. Et d'autre part, en tout cas, on ne l'en a pas privé volontairement du fait d'une décision éventuelle de la société. Bien sûr, on nous parle d'égalité, mais où commence l'égalité? Quelle est l'égalité universelle que nous trouvons dans le monde entier et partout? C'est le fait d'être tous nés d'un homme et d'une femme. Ça, c'est fondateur d'une égalité. J'ajoute que la PMA, dire qu'on pourrait priver des enfants de père, parce qu'en fait ils sont conçus dans le contexte d'une PMA, c'est créer une inégalité nouvelle entre eux-mêmes, enfants nés de PMA, et les enfants nés d'une union charnelle. On utiliserait la PMA et on ferait qu'il y a des enfants qui, eux, n'ont pas de papa, alors que les autres ont bien un papa. On créerait une nouvelle inégalité. Pour en revenir à cet avis du CCNE, malheureusement, à l'issue d'une consultation apaisée, eh bien, nous voyons que ces conclusions sont méprisées. Et évidemment, c'est infiniment regrettable. Alors, en ce qui concerne la suite du débat, je rappelle que Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on dit parfois, n'avait pas inscrit dans son programme la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Il avait, en revanche, effectivement, donné à plusieurs reprises sa position personnelle. Regardez l'interview dans Têtu, par exemple, qui devait être juste entre les 2 tours de la présidentielle, ou juste avant le premier. Il disait, à titre personnel, je suis favorable. Et puis il disait un petit peu plus loin, je souhaite un débat. Et si le débat était favorable, alors nous pourrions envisager de légaliser la GPA, si le débat était favorable. Il n'est pas favorable. Et il a insisté à chaque fois sur la nécessité d'un large consensus. Et il a dit, je ne passerai pas en force. Et le fait est que il n'y a pas consensus. Ce que le professeur Delfraissy a dit au printemps et ce qu'il a redit ce matin, il n'y a pas consensus, même pas au sein du CCNE. Un autre point qui concerne la procréation. En juin 2017, le CCNE avait pris position contre l'autoconservation ovocytaire. Il avait pris cette position pour des raisons, des motifs puissants. 1 an après, il change d'avis. 1 an après, ce matin, il déclare qu'il y est favorable. Il se trouve que, il y a quelques semaines, le bureau de La République En Marche, lui aussi, ainsi que M. Castaner, se sont aussi déclarés favorables à l'autoconservation ovocytaire. Alors, est-ce que le CCNE est réellement respectueux de l'éthique, puisque c'est sa mission, ou est-ce qu'il fait de la politique? Il y a de quoi s'interroger sur un revirement aussi spectaculaire qui piétine des motifs puissants d'opposition pour changer la vie en quelques mois.
Pour revenir à Emmanuel Macron, il a donc dit qu'il n'irait pas dans ce sens-là s'il n'y avait pas consensus. Nous attendons bien entendu qu'il respecte son propre engagement qui a été réitéré, qu'il fasse preuve, j'allais dire, de sagesse. Et ma conviction personnelle intime, c'est qu'il fera preuve de sagesse et que ce débat sera reporté. Le report est d'ailleurs souhaité par des Français. Ce sondage IFOP montre aussi que pour 56% des Français, pour ne pas diviser inutilement les Français, il faut reporter ce débat. J'ajoute que pour ce qui concerne les sympathisants de la République En Marche, ce sont 54% d'entre eux qui sont favorables à un report. Si ça n'était pas le cas, 61% des Français pensent qu'il y aurait des manifestations très importantes, parce qu'on touche bien sûr aux droits de l'enfant. Mais je pense qu'au contraire de M. Hollande, je pense qu'Emmanuel Macron, comme il l'a toujours dit d'ailleurs, fera tout pour rassembler les Français, œuvrera pour l'unité des Français, donc pas pour les fracturer inutilement. Et de fait, les réactions depuis cette publication de prise de position du CCNE sont très négatives, très mal reçues. Agnès Buzyn disait qu'elle ne voulait pas d'un combat sociétal, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est un sujet de société qui suscite des positions divergentes? Si on ne veut pas de fracture, eh bien, soyons sages, attendons déjà de voir ce que cela donne avec du recul dans d'autres pays, dans le peu de pays, rappelons-le, une petite minorité de pays en Europe ont légalisé cette pratique. Voyons d'abord les conséquences. Voyons les études. Le CCNE disait lui-même qu'il n'y a pas d'études valables scientifiquement, il n'y a pas eu jusqu'à présent. Et prenons le temps du débat et de la réflexion. C'est un sujet humainement fondamental, aux conséquences relevées par le Conseil d'État et par le CCNE. Absence ab initio du père pour l'enfant, déconnexion et détournement de la finalité de la médecine, puisque les femmes dont nous parlons sont des femmes fécondes, et bien sûr, marchandisation de l'humain. Nous savons qu'il n'y a pas assez de sperme. Beaucoup d'hommes n'ont pas envie de donner leur sperme et d'avoir des enfants quelque part qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne savent rien. Et vous savez que ça peut aller jusqu'à 10 naissances d'enfants vivants, 10 naissances pour un don de sperme. Les hommes n'ont pas envie manifestement de donner leur sperme. Alors le CCNE, dans le cadre des États généraux de la bioéthique, a fait débattre le public de la question de la rémunération du sperme. Qui dit rémunération du sperme dit rémunération des ovocytes et dit marchandisation de l'humain. Et d'ailleurs, dans les pays comme la Belgique ou la Grande-Bretagne, où on a légalisé la PMA en l'absence de cause médicale, et donc suscité des besoins en sperme très importants, puisque 100% des couples de femmes et des femmes seules auraient besoin d'un apport de sperme, eh bien, ces pays, c'est gratuit officiellement en Grande-Bretagne, c'est gratuit, enfin le sperme est gratuit et donné aussi officiellement en Belgique. Que font ces pays? Ils achètent dans d'autres pays. La Grande-Bretagne, le gouvernement britannique cet été, le 31 août, a déclaré que dans le cadre du Brexit, il aurait un problème pour pouvoir continuer à acheter du sperme, des ovocytes et des embryons à d'autres pays d'Europe. Donc nous voyons bien que quand on sort de la médecine, se pose aussi la question de la marchandisation de l'humain. Et se pose également la question de l'enfant que nous désirons. Si nous le faisons selon nos désirs personnels, eh bien, se pose aussi la question de l'enfant que nous voulons. Autrement dit, il y a derrière également la question de l'eugénisme. Et ces sujets que j'évoque sont tous exposés par toutes les institutions et les instances qui ont réfléchi là-dessus. Le Conseil d'État disait d'ailleurs que rien n'oblige, que rien n'empêche, mais que rien n'oblige non plus. Et le Conseil d'État disait, si il n'y a plus de conditions pour la PMA, plus de conditions de pathologie de la fertilité ou de risque de transmission d'une maladie grave, il disait, mais alors pour les couples hommes-femmes, c'est la même chose. Il peut y avoir le couple qui veut un enfant alors qu'il est plus âgé, qui veut un enfant alors que le conjoint est décédé et on avait gardé son sperme, qui veut un enfant, etc., etc. Si on déconnecte de la cause médicale, alors on franchit véritablement sur un plan anthropologique, éthique, scientifique, un pas qui ouvre à beaucoup d'autres sujets. Et si on n'est pas capable de s'arrêter là avec courage, pourquoi s'arrêterait-on ici? Il n'y a pas de différence en réalité ensuite. Alors,
j'entends dire aussi beaucoup, et y compris bien entendu M. Emmanuel Macron et Mme Agnès Buzyn, oui pour la PMA, non pour la GPA. Et l'Élysée disait hier, pour la GPA, la société n'est pas prête. Donc ça veut dire que si elle est, entre guillemets, prétendument prête demain, on la fait demain. En fait, il n'y a pas d'opposition réelle. J'ajoute que nous avons, et je déroule les faits de manière factuelle, ce ne sont pas mes positions ou pas, je déroule. Au moment du Pacs, on a dit le Pacs, mais pas le mariage. Au moment du mariage, on a dit le mariage, mais pas la PMA. Au moment de la PMA, on dit la PMA, mais pas la GPA. Au moment de la GPA, on dira la GPA, mais pas la GPA commerciale. Il ne faut pas prendre les Français pour des naïfs. C'est un domino. Et nous devons avoir le courage, à un moment donné, de poser des limites. Mais si aujourd'hui on est capable de nier que l'enfant a besoin d'un père, qu'un père c'est important, que l'amour d'un père c'est fondamental pour un enfant, eh bien demain on ira que la GPA est une exploitation de la femme, y compris quand elle est prétendument altruiste et gratuite. Je dis bien prétendument parce qu'elle n'est jamais gratuite. Et on ne peut pas envisager d'encadrer une exploitation de la femme. Pardonnez-moi, c'est absolument indigne. Enfin, autre point, à ce jour, le gouvernement, en tout cas Agnès Buzyn et Emmanuel Macron, se disent opposés à la GPA. Moi, je n'ai vu aucune action, je n'ai vu aucune initiative pour lutter contre le recours à des mères porteuses. Parce que vous le savez tous, certains de nos concitoyens, rares heureusement, recourent à des mères porteuses et ils contournent la loi et ils vont à l'étranger pour trouver une mère porteuse. Mais la dignité de la femme n'a pas de frontières. On ne peut pas utiliser une femme comme incubatrice, pas plus en France qu'à l'étranger. Nous savons aussi qu'il y a des agences de GPA qui viennent faire des démarches commerciales en France. Il ne leur arrive rien, personne ne dit rien, alors c'est interdit. Nous savons aussi par exemple que Google France a des liens payants, des liens publicitaires pour des agences de GPA. Personne ne fait rien. Et donc, nous devrions poser des actes réels et concrets pour lutter contre cette pratique indigne de la femme et de l'enfant bien entendu. Et on doit aussi reporter ce débat de la PMA qui va, je l'ai dit, avec la GPA et nous verrons un peu plus tard. Pour le moment, le gouvernement devrait d'abord montrer sa bonne foi en termes de GPA et on en est loin. Je réitère donc qu'il n'est pas crédible un seul instant de dire que on peut légaliser la GPA, la PMA pardon, sans père, et qu'ensuite il n'y aurait pas la GPA, ça ne tient pas du tout la route. Encore quelques points que je voulais évoquer avec vous. Non, je crois que j'ai fait le tour. Bien sûr, un tout petit instant, et puis Albéric va également s'exprimer. Si Héloïse peut vous distribuer ce sondage, s'il vous plaît, au moins évoquer les sondages, pas les sondages qui vont toujours tous dans le même sens, certains ne reprenant que ces sondages-là. Le sujet est complexe et vous savez, le peuple français, s'il se sent méprisé, et là c'est le cas par le CCNE dans le cadre des États généraux de la bioéthique, le peuple français risque fort de réagir d'autant plus mal à ce qui est en train peut-être de se dessiner. Je note d'ailleurs que le quotidien Libération a publié un éditorial en avril dernier qui disait « La manif pour tous avait raison sur tout ». C'était le titre. Et donc j'insiste sur le fait que le déroulé que je décris, PMA sans père et GPA, bien sûr vous savez bien la question de l'égalité, la Cour européenne des droits de l'homme, quoi qu'en pense Emmanuel Macron aujourd'hui, s'il y a la PMA sans père, il y a la GPA. Et en tout cas, pour revenir à cet avis du Comité consultatif national d'éthique, il n'est que consultatif et d'autres rapports sont attendus. Enfin, l'Élysée comme le gouvernement disent ne pas être liés à cet avis. Ils ne préjugent en rien de la suite. Nous attendons donc d'Emmanuel Macron qu'il tienne son propre engagement de ne pas avancer en l'absence de consensus, et cette absence de consensus est évidente, elle est constatée par tous. Nous devons faire preuve de sagesse par respect pour l'enfant, par égard aussi pour la médecine, pour protéger l'humain de la marchandisation, etc. etc. Alors, en complément de cette
question de l'avis du CCNE. Nous avons donné et nous donnons un petit rendez-vous ce soir dont Albéric va nous dire quelques mots. Non, une précision quant au rendez-vous qu'a donné la Manif pour tous Paris ce soir à ses sympathisants. Il s'agit d'un rendez-vous de vigilance pour s'assurer que le CCNE a bien pris en compte nos conclusions des États généraux de la bioéthique et manifestement, puisqu'il n'a pas lu ce bilan que nous avons dressé des États généraux de la bioéthique, remettre au professeur Delfraissy ce rapport publiquement. C'est la raison pour laquelle nous avons donné ce rendez-vous à nos sympathisants à 19 h devant le CCNE au 106 rue de Grenelle à Paris. À quelques mètres du CCNE. Juste pour faire une petite remarque, ça c'est le rapport du CCNE sur les états généraux de la bioéthique. 200 pages, il n'y a pas de citation, il n'y a pas de source, il n'y a pas de renvoi à ce qu'ont dit les Français dans le cadre de ces débats. 200 pages, petit format, pour les 9 thèmes des états généraux de la bioéthique. Ici, vous avez 400 pages en grand format sur un seul des thèmes traités. Autrement dit, le travail que nous avons fait est un travail qui véritablement prend en compte et de manière respectueuse prend en compte l'avis des Français. Et bien entendu, vous trouverez tout autant d'extraits et de citations, des arguments de tous, quelles que soient les opinions. Ce qui nous a intéressés, c'est de comprendre et connaître ce que disent les Français. Cette consultation des États généraux, elle est sans précédent. C'est une manière dont nous avons pris, enfin le CCNE a pris le pouls de l'opinion publique française. C'est un travail extraordinaire et que pour ma part je salue vraiment. Il était d'ailleurs souhaité par Emmanuel Macron. Maintenant, si c'est pour le mépriser, eh bien c'est effectivement extrêmement grave en termes de démocratie. Voilà, nous en avons fini et bien sûr nous sommes disponibles pour vos éventuelles questions. Oui. Vous appeliez effectivement Emmanuel Macron à une certaine responsabilité. Ce matin sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux disait « Je souhaite que l'on puisse aller jusqu'au bout. C'est, je le crois, partagé par la majorité parlementaire dans son immense majorité et à de rares exceptions près. Je souhaite donc qu'on puisse aller jusqu'au bout car nous avons un mantra, nous faisons ce que nous avons annoncé que nous ferions. » Donc, en gros, le gouvernement s'apprête à déposer ce projet de loi. Alors, vous avez noté que dans Benjamin Griveaux dit « je souhaite ». Il n'engage que sa propre parole et nous savons tous qu'il y a quelques militants du droit à l'enfant, parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est une manière de dire que la société doit tout faire pour que chacun puisse avoir un enfant s'il le souhaite. Or, il n'y a pas de droit à l'enfant et on peut réussir sa vie sans enfant. Je souligne que le désir d'enfant est infiniment compréhensible. Il est fondamental, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je suis persuadée que les personnes concernées peuvent apporter beaucoup d'amour, évidemment. Mais on élève un enfant d'abord pour lui-même. Il a besoin d'amour, mais il a aussi besoin de connaître, encore une fois, son père et sa mère. Et toutes les personnes dont ce n'est pas le cas, nous savons, par exemple les enfants nés de PMA avec tiers d'honneur, nous savons la souffrance que cela génère. Et pour en revenir à cette déclaration de Benjamin Griveaux, oui, il fait partie des quelques-uns qui mettent une pression très forte sur ce sujet-là, qui n'ont cure des conséquences, qui ne veulent pas entendre parler des conséquences, finalement. Et je pense qu'en termes de responsabilité politique, c'est inquiétant de ne pas, ce qu'a fait par exemple le Conseil d'État, s'interroger sur tout ce que cela pourrait impliquer. J'ajoute que, de fait, les politiques sont divisées, la République en marche elle-même est divisée, le gouvernement est divisé, les médecins sont divisés, les scientifiques sont divisés. Si vous reprenez l'ampleur des prises de position, des débats qui ont déjà eu lieu, eh bien on voit bien que Emmanuel Macron, si on revient à son engagement, il est bien de ne pas avancer s'il n'y a pas un large consensus. Dans ces conditions-là, il ne peut que reporter le débat. C'est véritablement la sagesse et vraiment ma conviction intime, c'est qu'il le fera. Oui. Bonjour, Augustin de Radio Classique. Si, au contraire, le gouvernement persiste, comment est-ce que vous comptez faire pression sur lui et est-ce que vous envisagez des nouvelles manifestations? Alors, si malheureusement il y avait un volte-face d'Emmanuel Macron, encore une fois sur cet engagement qu'il a pris de respecter en fait la démocratie, je pense que les Français seraient immensément nombreux dans la rue. Vous savez, toucher aux droits de l'enfant, il y a beaucoup d'aspects dans la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Il y a beaucoup d'aspects. Mais quand même, humainement, au cœur de cela, il y a l'injustice qui serait faite à l'enfant. Et là, le sentiment de révolte serait immensément partagé. Et Emmanuel Macron connaît l'état des lieux de l'opinion publique. Il connaît les sondages, tous les sondages.
c'est pour ça que je pense qu'il ne peut pas et qu'il sait que ce serait inacceptable aux yeux de très très nombreux Français. Les mobilisations seraient non seulement immenses, non seulement équivalentes à celles de 2012-2013, mais au-delà. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'en 2012-2013, il y a des gens qui disaient « Moi je suis d'accord pour le mariage, mais attention, pas pour la PMA et la GPA ». Et ceux qui étaient dans la rue disaient « Nous sommes là parce que le risque, évidemment on se marie pour fonder une famille, sauf exception, la règle c'est qu'on se marie pour fonder une famille ». Et donc tous ces gens-là avaient bien compris qu'après le mariage, vraisemblablement, il y avait le risque de PMA sans père et de gestation pour autrui. Et donc ça veut dire que entre ceux qui se battent depuis 2012, en sachant ce qui va arriver, et tous ceux qui, eux, ne veulent pas de cela, les mobilisations ne peuvent être qu'immenses. Et donc quand Agnès Buzyn dit « je ne veux pas que ça devienne un combat sociétal », mais je crois que ce sont ceux qui veulent passer à toute force, ceux qui veulent mépriser le peuple français, mépriser cette consultation organisée par les pouvoirs publics, eh bien ce sont eux qui sont dans un combat qui est un combat inutile, un combat qui portera préjudice à l'unité du peuple français. Je vous en prie. Oui. Le mariage pour tous est entré dans les mœurs. Est-ce que vous pensez vraiment être capable de mobiliser, autant que vous le dites, sur ce sujet? Encore une fois, le cœur du sujet, et la Manif pour tous avait raison surtout, je vous renvoie à Libé, le cœur du sujet a toujours été l'enfant. Alors il y a des gens qui, pour plein de raisons, considéraient le mariage comme l'expression publique d'un amour, ce que j'entends bien sûr tout à fait, et ne réalisaient pas forcément que le mariage entraîne la filiation. Il y a une filiation bien sûr en dehors du mariage, hein, mais le fait est que le mariage entraîne la filiation. Donc certains n'avaient pas réalisé qu'il y aurait inéluctablement cette question de la PMA sans père et de la GPA. Nous y sommes. Et là, c'est le cœur du sujet qui rassemblera, encore une fois, ceux qui avaient déjà, qui étaient déjà conscients de cela, et d'autres pour lesquels ce sera une injustice terrible pour l'enfant. Il y a des enfants qui n'ont pas de père. Nous savons humainement, nous avons cette expérience du fait de ne pas avoir un père ou d'être né de père inconnu, de ne pas savoir qui est son père. On sait que c'est douloureux. J'ajoute que si on a la PMA sans père, alors il y a une double filiation maternelle, c'était la proposition de loi de Guillaume Chiche, hein, une double filiation maternelle. Donc on écrirait qu'un enfant, littéralement, est né de deux mamans. Vous allez me dire, on sait tous que c'est faux. Mais pourquoi on inscrirait à l'état civil quelque chose qui est faux? Est-ce que le droit peut ne pas être fondé sur le réel, alors qu'un enfant soit élevé par deux femmes? Bien sûr, cela existe, bien sûr. Mais d'abord, dans ce cas-là, il y a sa mère, la mère, et puis la conjointe, en quelque sorte la belle-mère. Oui, et aujourd'hui, dans un contexte où cela existe, en général, l'enfant sait qui est son père. Si on l'inscrit dans le contexte d'une PMA, il ne saura pas qui est son père, même si on levait l'anonymat du don, il ne le saurait qu'à 18 ans, c'est-à-dire très tardivement. C'est pas ça qui lui rend un père, un dossier ne fait pas un père. Et ça veut dire aussi qu'on fera comme si l'enfant avait été porté et mis au monde par deux femmes. Mais c'est faux. Encore une fois, il n'y a pas de double filiation maternelle. Ce serait fictif. Ce serait fictif. Et d'ailleurs, il y a un côté déshumanisant à imaginer que l'on puisse inventer des filiations qui n'existent pas. Alors bien sûr, dans la filiation, il y a le fait d'avoir donné la vie à l'enfant. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Il y a aussi le fait, bien entendu, d'aimer et d'élever l'enfant. Et en général, les parents élèvent leur enfant parce que, leur ayant donné la vie, ils ont cette responsabilité. Néanmoins, il y a des parents qui élèvent un enfant qui n'ont pas attendu. C'est par exemple c'est ce qui se passe dans le cadre de l'adoption. Bien sûr. Mais d'abord, on sait que des enfants adoptés souvent recherchent leurs parents, pas toujours, leurs parents charnels, hein, je veux dire, souvent. Donc on sait que c'est pas si facile que cela. Et d'autre part, là, on a fait face à un aléa de la vie. On a fait du mieux qu'on pouvait, on a rendu des parents, donné des parents à cet enfant, mais on n'a pas utilisé l'adoption pour donner un enfant à des adultes. C'est pas du tout la même chose. C'est une toute autre logique. Voilà, et donc, encore une fois, il y a d'un côté les aléas de la vie, on fait comme on peut. Il y a en effet des enfants qui ne vivent pas avec leurs deux parents. Voilà, les aléas de la vie, nos cheminements, nos difficultés, tout ce qu'on voudra. Mais là, c'est très différent. Ce serait la société, ce serait le législateur qui, délibérément, ferait des orphelins de papa. C'est vraiment une question de justice et d'égalité pour l'enfant qui est en jeu. Concrètement, selon vous, qu'est-ce qu'un père peut apporter à un enfant
qu'une mère ne peut pas apporter? Alors, si vous voulez, en fait, un père, c'est pas une mère. J'allais dire, c'est tout simple. Un homme n'est pas une femme. Et donc, un père n'est pas une mère. C'est aussi simple que cela. Mais je vais essayer d'être plus concrète, hein, je vous en prie. J'entends tout à fait. Vous le savez bien, une mère attend un enfant qui est dans son sein, qu'elle sent, auquel elle parle et qu'elle caresse pendant toute la grossesse. Bien sûr, le père, la voix du père, ou la voix d'un autre, d'un proche, est entendue par l'enfant. L'enfant a aussi, mais de manière beaucoup moins proche, éventuellement, un lien, une forme de contact avec d'autres. Néanmoins, on sait bien qu'à la naissance, c'est la mère qui le reconnaît, dont il reconnaît l'odeur, dont il reconnaît la voix, etc. Et en fait, il y a une sorte de fusion entre la mère et l'enfant qui est tout à fait logique, qui vient de cette coexistence pendant 9 mois. Et incontestablement, une personne extérieure, mais une personne extérieure vient petit à petit entrer dans cette relation. Autrement, il y a un risque de toute puissance maternelle. Et c'est extrêmement important que la mère ne soit pas dans ce risque de toute puissance maternelle et que l'enfant lui-même puisse peu à peu se distinguer, se détacher de sa mère. Parce que vous le savez bien, un enfant dans les premières semaines de vie, pendant un certain temps, se confond avec sa propre mère, il ne sait pas qu'il est une personne distincte. Et pour que la mère accepte aussi petit à petit de se, entre guillemets, d'ouvrir cette relation, eh bien le père a une légitimité que nul autre n'a, puisque lui aussi est le père de l'enfant, lui aussi est le parent qui a mis au monde, si je peux dire, cet enfant. Et donc, il y a là un équilibre qui est l'équilibre que l'on peut souhaiter à tout enfant. Encore une fois, après on fait ce qu'on peut avec la vie. Mais dire que le père n'a pas d'importance, qu'il est secondaire, c'est juste j'allais dire, un conditionnement de notre époque d'une certaine manière. Il faut sortir de nos conditionnements. Et d'ailleurs, qui peut prouver, expliquer, développer le fait qu'un père n'a pas d'importance? Parce que la question de la PMA en l'absence de père, c'est bien ça. Est-ce que nous pensons qu'un père, c'est important? Le fait est que sans père, il n'y a pas d'enfant qui vient au monde. Une femme seule, deux femmes n'ont pas d'enfant en l'absence d'un père. Il faut quand même essayer de sortir des postures, vraiment, et de se reposer, j'allais dire en conscience, en fermant les yeux, cette question-là. Vous savez, un enfant, je vais vous décrire une autre chose. Une mère qui joue avec son enfant, qui joue avec son petit enfant, et beaucoup s'y retrouvent quand je fais ce constat. Une mère qui joue avec son enfant, souvent, bien sûr pas toujours, l'humain est toujours complexe, hein, mais elle joue avec... elle s'amuse beaucoup, elle joue vraiment, mais en général, elle fait gagner son enfant. Et c'est ça qui lui fait plaisir comme mère, et qui bien sûr fait plaisir à l'enfant. Un père qui joue avec son enfant, mais observez, hein, je vous invite à observer, un père qui joue avec son enfant, il joue vraiment. Le père, il essaye de gagner, et il challenge l'enfant, très souvent. Et donc cette différence liée à la différence homme-femme, sans rentrer dans les caricatures, je dis bien encore une fois, c'est souvent comme ça, après chacun est unique, mais cette différence, être père, être mère, ce n'est pas la même chose parce que nous sommes différents, et cette différence entre le père et la mère apporte à l'enfant. Il a besoin d'être conforté, il a un amour inconditionnel, mais il a aussi besoin d'être challengé parce que la vie, elle demande de pouvoir affronter des challenges. Et ça, il ne peut pas le retrouver avec sa mère, le challenge, je sais pas... Mais deux mères, si vous prenez deux mères, parce qu'on parle bien, attention, hein, de l'absence de père, et j'allais dire qu'il y ait une femme ou deux femmes, c'est pas tellement le sujet. Mais disons qu'une autre femme qui est auprès de la mère, l'une des grandes difficultés, soyons, réfléchissons. L'une des grandes difficultés, c'est que l'une des deux femmes a porté et mis au monde l'enfant. Elle est la mère, et elle sait intérieurement qu'elle est la mère. Et même si elle ne le dit pas, elle a la légitimité de la mère. L'autre femme, et je vais développer un petit peu après, mais l'autre femme, elle élève l'enfant, bien sûr, mais elle sait intérieurement, même si personne ne le dit, même si elle ne le dit pas, qu'elle n'a pas porté et mis au monde l'enfant. La maternité dans la vie d'une femme, c'est un événement immense. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'une est mère et en fait l'autre est belle-mère. Oui, il y a des conjointes de parents, de père ou de mère qui élèvent un enfant, bien sûr. C'est ce qu'on appelle une belle-mère. Ça n'est pas une mère. Il n'y a que l'une des deux femmes qui a donné la vie, porté et mis au monde l'enfant. Et on constate, et vous le trouverez très facilement,
un taux de divorce dans les pays qui ont légalisé depuis des années, un taux de divorce particulièrement important des couples de femmes. Et la question se pose, je ne sais pas, si effectivement, en faisant comme s'il y avait deux mamans, on ne crée pas une difficulté. Parce que vous savez, une maman auprès de son enfant et un enfant avec sa maman, c'est quand même particulier. Et dire qu'on peut être deux mamans autour d'un berceau, c'est pas si facile à vivre pour les intéressés. Je pense que nous les mettrions en situation de risque. Alors le risque ne se réalise heureusement pas forcément, si vous voulez, mais il y a une situation de risque. Être deux mamans autour d'un enfant, autour d'un berceau, c'est difficile. Et n'oubliez pas qu'un enfant, il appelle, il dit « je veux ma maman, je cherche ma maman et mon papa ». Enfin, voilà, revenons à ces choses universelles et toutes simples finalement. Agnès Buzyn, la semaine dernière, a dit ne pas souhaiter un débat hystérisé autour de la PMA. Est-ce qu'en appelant déjà et en disant que finalement il risquait d'avoir des manifestations monstres dans la rue si le président faisait volte-face par rapport à ces dires de la campagne présidentielle, vous n'avez pas l'impression d'hystériser le débat? Écoutez, il n'y a pas de consensus. Il y a même une opposition très très large. Les États généraux de la bioéthique, encore une fois, consultation officielle, ont montré une opposition massive. Donc, ne provoquons pas les Français. Et j'ajoute que je n'annonce nullement l'organisation de manifs. Je pense, et je le redis, que mon intime conviction, c'est que le président respectera son propre engagement. Et parce que vous me posez la question, je dis, s'il y avait volte-face, alors je pense que les gens descendraient dans la rue. J'allais dire que je les appelle pas. C'est qu'à un moment donné, comment se faire entendre? Les Français ont participé au débat. Nous-mêmes, nous avons participé au débat, nous avons fait des publications, nous avons fait un travail de think tank, nous rencontrons des politiques, nous rencontrons des spécialistes, nous faisons tout pour essayer de faire entendre la voix de l'enfant. Et bien sûr et d'assister sur d'autres enjeux. À un moment donné, si on provoque les Français, si le président ne respectait pas les Français, s'il ne respectait pas sa propre parole, dans ce cas-là, ce serait lui-même qui, littéralement, enverrait les Français dans la rue. Il ne faut pas inverser les choses, autrement dit. Et encore une fois, les débats ont été apaisés et nous nous en réjouissons. Vraiment, j'en sais gré au CCNE, au président du CCNE, au président de la République d'avoir voulu ces débats, de les avoir vraiment remarquablement organisés. Tout le monde a pu prendre la parole. Mais alors après, on ne peut pas mépriser ces débats. Est-ce que vous avez d'autres questions ou nous arrêtons là? Je vous remercie beaucoup.